Bonjour, alors merci Frédéric de cette introduction euh, pour changer, je vais vous parler d'hémostase et d'acide tranexamique. C'est vraiment, on pourrait se dire, on va revenir sur ce sujet, sur cette petite molécule. Et en fait, les équipes de recherche au niveau international continuent à travailler sur l'acide tranexamique. Et il y a du nouveau tout le temps. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Mes conflits d'intérêts concernent l'ensemble des protocoles de recherche que j'ai mis en place. Alors l'acide tranexamique, vous vous souvenez, c'est une petite molécule très simple qui bloque de façon réversible la liaison entre la boucle 5 du plasminogène et de la plasmine et la chaîne lourde de la fibrine native quand cette liaison est activée par le TPA. Ça ne marche pas, l'acide tranexamique n'est pas efficace quand la liaison est activée par l'UPA. Et l'acide tranexamique va donc diminuer la lyse de la fibrine en bloquant la génération de la plasmine, et elle réduit donc la production des D-dimères et des PAP. Dans le trauma et la chirurgie, on a des critères d'efficacité clinique reconnus sur des essais qui datent d'il y a plus de 20 ans, enfin qui continuent à être travaillés, mais on travaille sur cette molécule depuis plus de 20 ans. Et il réduit le saignement et le besoin transfusionnel, aussi bien de façon curative que de façon prophylactique, y compris par exemple en orthopédie où vous avez l'habitude de l'employer. Il réduit la mortalité dans le trauma s'il est administré avant la 3e heure, et il n'y a pas d'effet secondaire notable, et en particulier pas d'excès de risque thromboembolique. Alors, aux questions qui m'ont été posées, j'ai rajouté évidemment quelques autres questions qui sont comment, quelle dose et quelles précautions. L'acide tranexamique sert à bloquer la coagulopathie qui est associée à l'hémorragie de l'accouchement ou de la césarienne. Et comment est-ce qu'on va diagnostiquer cette coagulopathie? Il y a des moyens robustes qui sont le fait de regarder son chirurgien. S'il est aspergé de sang, c'est plutôt un saignement artériel. S'il marche dans une flaque, c'est plutôt un saignement coagulopathique. Et puis, il y a les tests viscoélastiques et les mesures du fibrinogène. Est-ce que l'acide tranexamique a été testé? Est-ce qu'il est efficace dans le cadre de l'hémorragie du postpartum? Bien, il y a le grand essai international randomisé double aveugle Women qui s'est fait dans les pays à faibles ressources, qui a montré une réduction de la mortalité due au saignement, à condition que l'acide tranexamique soit administré avant la 3e heure, après le début de l'hémorragie. Là aussi, pas d'effet secondaire majeur et pas de morbidité induite. Donc ça, c'est le résumé par la Cochrane de ce problème de délai optimal avant la 3e heure. Et vous voyez que après la 3e heure, eh bien, on a plutôt un effet négatif, aussi bien dans le trauma que dans l'hémorragie du postpartum. C'est un élément important à faire. Alors, on s'est posé la question, s'il faut l'administrer tôt, pourquoi ne pas le proposer en prophylactique chez toutes les patientes qui vont accoucher, toutes les parturientes. Et ce sont les résultats de l'essai TRAP et de l'essai de la Société de médecine périnatale internationale. Et donc, ces essais ne sont pas concluants concernant l'intérêt de l'acide tranexamique en prophylaxie. La réduction de l'incidence de l'hémorragie de plus de 500 ml quand il est administré après tout accouchement par voie basse
n'est pas majeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet significatif. Dans la césarienne, on arrive à réduire les hémorragies, l'incidence des hémorragies les plus sévères, largement au-delà de 1000 ml. Mais vous voyez que dans l'essai TRAP2, on est à quasiment 30% de risque de saignement au cours des césariennes, ce qui me paraît un petit peu excessif. Donc il y a un biais dans ce travail. Quand on regarde par exemple dans notre maternité, qui est une maternité de recours, notre taux d'hémorragie grave en césarienne, il est de 9%. Donc peut-être que ces dames ont saigné un petit peu de façon excessive. Et c'est vrai aussi pour l'essai américain, qui a inclus 11 000 patientes. Et là aussi, on n'a pas de réduction de l'incidence d'hémorragie du postpartum de plus de 1000 ml. J'ai reviewé aussi un essai chinois, pareil, incluant plus de 10 000 patientes, et on n'a pas d'effet majeur de l'acide tranexamique par voie prophylactique. On s'est donc posé la question de le faire de façon plus ciblée pour avoir plus d'efficacité de cet acide tranexamique par voie prophylactique, enfin de façon prophylactique. Et il y a un essai qui est l'essai Woman 2 chez les patientes anémiques qui ont un risque élevé de saigner à l'accouchement, qui va bientôt sortir dans le Lancet et qui ne semble pas donner les résultats qu'on attendait. Et puis il y a un essai dans les anomalies d'insertion placentaire. Et là, l'essai est en cours de recrutement encore. Est-ce que, par exemple, c'est une question de dose? On a des études pharmacocinétiques pour cette utilisation prophylactique qui montraient que la fibrinolyse pouvait être inhibée pendant 1 heure. Elles sont des essais en ex vivo, donc ce n'est pas vraiment des essais chez des patientes tout venant. Et une dose de 600 mg serait suffisante pour bloquer cette fibrinolyse pendant 1 heure. On verra que dans la vie de tous les jours, eh bien, cette dose n'est peut-être pas suffisante. Est-ce que du fait du peu d'effets secondaires, on peut en donner quand même à toutes les femmes, même si on n'a pas un effet majeur? Eh bien, on s'est posé la question aussi en regardant de près ce magnifique essai international qui s'appelle Emotive, où les équipes du Centre londonien épidémiologique ont proposé cette intervention dans 80 hôpitaux et plus de 210 000 patientes. Et dans l'intervention, il y a la détection de l'hémorragie, il y a le massage de l'utérus, l'ocytocine, dont on sait qu'il est efficace en prophylaxie, et puis il y a l'acide tranexamique, le remplissage et les gestes obstétricaux. Et le résultat de cet essai Emotive, donc sur 210 000 patients, est une réduction du risque d'hémorragie grave, du risque de laparotomie de sauvetage et du risque de décès, donc c'est un critère composite, à 1,6% versus 4,3% dans le groupe standard. Donc on voit bien que dans cette prise en charge très précoce et organisée, agressive en fait de l'hémorragie dans les pays en voie de développement, il y a une place pour l'acide tranexamique. Est-ce qu'on peut le donner partout dans le monde, puisque c'est vraiment là qu'on a l'impression que ça peut être actif? Eh bien, sur l'essai Women, on s'était aperçu qu'il y avait un problème d'accessibilité et qu'une partie des décès dus à l'hémorragie était un problème d'accessibilité de l'ocytocine, d'accessibilité de l'acide tranexamique et des produits sanguins quand ça saignait beaucoup. Donc, il y a eu un très, très beau travail
toujours de l'équipe de Women, sur la pharmacocinétique des autres voies d'administration. Et il semblerait que la voie intramusculaire peut être utilisée quand on n'a pas d'accès veineux de façon aussi efficace que la voie intraveineuse. La voie Péros, par contre, qui est une voie simple qui peut être donnée partout, n'est pas obligatoirement aussi efficace que les voies intramusculaires et intraveineuses. Donc là, il y a un essai randomisé qui cherche à valider cette voie intramusculaire. Est-ce qu'on peut dire pourtant qu'il n'y a pas du tout d'effet secondaire à ce produit? En fait, dans l'ensemble des essais, il y a des nausées et vomissements chez les patientes qui reçoivent de l'acide tranexamique, entre 17 et 20%. Donc, c'est pas un effet secondaire majeur, ça reste un effet secondaire mineur, mais il faut quand même se rendre compte que pour une femme qui vient d'accoucher, c'est pas rien que de se retrouver à vomir de façon incoercible. C'est un inconfort. Dans aucun des essais, il y a d'excès de risque de thrombose. Il y a eu une alerte par rapport aux insuffisances rénales chez les prééclamptiques sévères avec un HELP syndrome. Il n'est pas retrouvé actuellement. Et il n'y a pas d'excès de risque de convulsion. Mais on a plusieurs cas cliniques publiés de décès maternels déclarés par erreur médicamenteuse, c'est-à-dire injection intrathécale d'acide tranexamique à la place de la bupivacaïne. Pourquoi? Eh bien, vous voyez que les flacons sont exactement similaires et que l'erreur médicamenteuse peut être extrêmement facile. Et ce d'autant plus que si on propose de mettre de l'acide tranexamique à tout le monde, dans les césariennes, dans les accouchements par voie basse, eh bien ces petites ampoules qui ressemblent tellement à la bupivacaïne, elles vont être dans tous les chariots et le risque d'erreur médicamenteuse, au moins dans les pays où on fait des anesthésies loco-régionales, va être largement multiplié. Donc franchement, il faut vraiment faire très très attention à ça, et quand vous retournerez dans vos maternités, la première chose que vous ferez lundi, ça sera d'aller vérifier que l'acide tranexamique est bien rangé très loin de la bupivacaïne pour que ça n'arrive à aucune de vos parturientes. Alors, est-ce qu'en curatif, l'acide tranexamique peut être efficace? Eh bien, on avait montré qu'une forte dose d'acide tranexamique permettait donc au-delà de 4 grammes, permettait de réduire le volume et la durée du saignement et limiter l'évolution vers la transfusion et l'hémorragie sévère. Donc ça, c'est le groupe contrôle, et ça, c'est le groupe acide tranexamique. Le groupe contrôle ne recevait aucun produit procoagulant. Et ça, c'est la durée de l'hémorragie dans le groupe acide tranexamique et dans le groupe contrôle. Il y a 4 signes qui nous permettent, dès le début de l'hémorragie, de prédire cette sévérité de l'hémorragie. Il y a le haut débit du saignement, il y a la tachycardie, beaucoup plus que la chute de la tension, et la pâleur. Il y a la chute de l'hémoglobine de plus de 2 grammes avant remplissage, et il y a la coagulopathie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut la diagnostiquer de façon robuste par un tube sec ou par le fait de regarder son chirurgien, mais on peut aussi utiliser les tests viscoélastiques et ce merveilleux petit appareil comme un HemoQ qui nous permet de mesurer le fibrinogène, qu'on est en cours de validation et qui peut nous aider dans toutes nos maternités. Les coagulopathies obstétricales ont une composante principale qui est la baisse du fibrinogène avec la perte des facteurs dans le saignement, la dilution par nos solutés de remplissage, l'excès de génération de thrombine qui est constante après l'accouchement et l'excès de génération de plasmine qui est l'hyperfibrinolyse. C'est très variable dans la fréquence, l'intensité et les composantes de cette coagulopathie obstétricale, et c'est l'intérêt donc de ces tests viscoélastiques. Un petit mot de cette coagulopathie obstétricale aiguë qui est très très spécifique de l'obstétrique et qui associe fibrinogénolyse avec une attaque directe de la fonction fibrinogène plus encore que de l'antigène et une hyperfibrinolyse qui est monstrueuse.
Et ça existe dans 20% des hémorragies sévères, dans 100% des embolies amniotiques et dans 100% des hématomes rétroplacentaires avec mort fétale. C'est une entité à part entière qui peut être parfois indépendante du volume du saignement. Je vous montre un cas clinique. Donc, c'est une patiente qui vient pour une césarienne programmée, qui fait, donc là, c'est sa rachis, elle est bien stable hémodynamiquement. Elle fait un arrêt circulatoire juste après la naissance du bébé. Immédiatement, on pense à l'embolie amniotique, on va augmenter le monitoring, faire des prélèvements, augmenter le support inotrope, alerter l'ECMO, alerter la banque de sang. Vous savez que ça peut saigner 9 litres, une embolie amniotique. Mettre en place le cell saver, mettre en place le Nalador, un ballon intra-utérin, du saignement de 200 ml quand elle a fait son arrêt circulatoire. Là, en 10 minutes, on est déjà à 600 ml et on va faire un thromboélastogramme qui nous montre la digestion complète de sa fonction fibrinogène en 10 minutes et ce petit citron qui signe l'hyperfibrinolyse. Ça va être confirmé par les tests biologiques avec un fibrinogène qui s'était effondré à 0,7 g par litre et des dédimères qui sont 1000 fois la normale, un facteur 5 qui s'est effondré également. Il nous faudra des grosses doses d'azithromycine, des grosses doses de fibrinogène et du PFC pour restaurer sa fonction coagulante. Est-ce qu'on peut réussir à inhiber cette hyperfibrinolyse qui est parfois monstrueuse? Eh bien, on avait montré dans l'essai Hexadélie que la forte dose d'acitronexamide était capable d'inhiber l'hyperfibrinolyse. Ici, en rouge, vous voyez le groupe acitronexamide et en noir, le groupe contrôle. Et donc, on ramène l'hyperfibrinolyse, au niveau d'un accouchement normal. Et on inhibe la production des PAP. Est-ce que c'est dose dépendant? Eh bien, dans l'essai TRACE, on a vraiment l'impression que oui, puisque la dose faible versus placebo de 0,5 g n'est pas capable d'inhiber l'hyperfibrinolyse, alors que la dose de 1 g est capable le plus souvent de le faire. C'est vrai aussi, et ça, on l'a mesuré sur la génération de plasmine et sur le temps de génération de cette plasmine et l'intervalle entre la génération de thrombine et la génération de plasmine. Et on a aussi fait des mesures pharmacocinétiques de l'évolution de la concentration d'acide tranexamique dans le sang des patientes, dans leurs urines et dans le saignement utérin. Et on a montré que c'était un modèle bicompartimental et qu'il y avait une double élimination de premier ordre. L'acide tranexamique chez le volontaire sain, il est éliminé par voie urinaire exclusivement. Et là, il y a une fuite autre part. C'est probablement dans le saignement actif qu'on perd de l'acide tranexamique et c'est 25 à 50% de la dose qu'on a administrée. Ce qui veut dire que si votre patiente continue à saigner, bien vous savez que l'acide tranexamique que vous venez d'injecter, vous allez en perdre 50% dans le flux sanguin hémorragique. Et donc, il va falloir renouveler la dose. Il ne faut pas vous asseoir sur votre injection c'est indispensable de renouveler la dose. Il y a en effet un effet dose, donc on a un effet clinique sur un petit nombre de patientes quand on met une forte dose. Quand on a beaucoup de patientes, on a un effet sur la morbidité et on a un effet, on n'a pas d'effet de la dose faible, donc 500 mg d'acide tranexamique, ça n'est définitivement pas suffisant pour inhiber l'hyperfibrinolyse. Est-ce que l'acide tranexamique protège contre la baisse du fibrinogène, qui est un élément marquant qui favorise la poursuite du saignement? Eh bien non, on n'a pas de protection contre cette baisse du fibrinogène, contrairement à ce qu'on observe dans le trauma. Et le fibrinogène s'effondre et le facteur 2 exactement comme s'il n'y avait pas d'acide tranexamique. Et il n'y a pas d'effet non plus ni de la dose faible ni de la dose standard sur la génération de plasmine. Et donc, ça veut dire que si votre fibrinogène s'est effondré et que vous avez une hyperfibrinolyse, eh bien, il faudra
corriger la baisse du fibrinogène en apportant soit des concentrés de fibrinogène, et c'est ce qu'on fait en première ligne, et ensuite on peut compléter en apportant du plasma. Donc là, je vous montre quelques exemples, mais je vais passer rapidement. Enfin, est-ce que dans le cadre de l'utilisation curative, cet acide tranexamique est une molécule sûre? Eh bien, on n'a pas dans l'essai Women d'excès de mort d'autres causes, pas d'excès de mort par embolie pulmonaire ou par défaillance d'organes, pas d'excès de sepsis et pas d'excès de mort par prééclampsie. Et sur plus de 20 000 patientes, on n'a pas d'insuffisance rénale excessive, on n'a pas de défaillance cardiaque ou respiratoire ou hépatique excessive et on n'a pas de convulsions comme c'est observé dans la chirurgie cardiovasculaire. En conclusion, l'acide tranexamique, c'est un antifibrinolytique par inhibition de la génération de plasmine. C'est une molécule peu coûteuse, facile à conserver, facile à administrer. Elle réduit la mortalité maternelle due au saignement. Elle fait définitivement partie de l'arsenal thérapeutique du traitement de l'hémorragie du postpartum. En inhibant l'hyperfibrinolyse de l'hémorragie sévère, sous réserve d'être administrée tôt, avant la 3e heure après le début de l'hémorragie du postpartum, à une dose d'au moins 1 gramme à renouveler si l'hémorragie persiste ou si la coagulopathie est intense, en corrigeant parallèlement le fibrinogène par des fibrinogènes concentrés et ou du plasma. Son administration prophylactique n'a pas donné les résultats escomptés et l'utilisation intramusculaire est possible. Et il ne faut jamais ranger l'acide tranexamique à côté de la bupivacaïne pour éviter les risques de confusion et d'erreurs médicamenteuses. Et je vous remercie de votre attention.